On est tous confrontés un jour ou l'autre à des souvenirs douloureux. Et la question qui se pose est immense. Est-ce qu'il faut chercher à les effacer, à les oublier, ou plutôt à les transformer? C'est tout le dilemme qu'on va explorer aujourd'hui. Une véritable quête de guérison, au cœur même de notre mémoire. Cette phrase d'Alain, elle est puissante. C'est le point de départ de notre réflexion. C'est un cri qu'on peut tous comprendre. Vouloir être libéré du poids du passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, demander la grâce de l'oubli? Pour essayer d'y voir plus clair, la réponse se trouve peut-être dans des images très anciennes, dans deux concepts symbolisés par des fleuves mythiques. Ils proposent des chemins complètement différents pour naviguer dans les eaux parfois troubles de nos souvenirs. Alors les voici, nos deux guides, le Lété et le Noé. D'un côté, on a le Lété, le fleuve de l'oubli, celui qui efface, qui permet une rupture. Et de l'autre, le Noé, un fleuve qui, lui, restaure la mémoire du bien, qui élève l'âme. On a donc deux fonctions, deux philosophies radicalement opposées. Allez, commençons par le premier. Plongeons, si l'on peut dire, dans les eaux du Lété. Son origine nous vient de la Grèce antique, bien avant notre ère. Et là, c'est fascinant. Pour Platon, boire l'eau du Lété, ce n'est pas du tout un soulagement moral. C'est bien plus profond, c'est une sorte de chute métaphysique. Oublier, ce n'est pas se libérer d'une faute, c'est carrément perdre la mémoire de ce qui est vrai, de ce qui est bon. C'est une sorte d'amnésie de notre origine spirituelle. Le mal n'est alors qu'une conséquence de cette ignorance première. Et maintenant, passons au second fleuve, le Noé. Et là, attention, on change complètement d'univers. Ce n'est pas du tout un concept grec. C'est une invention beaucoup plus tardive et c'est une idée complètement nouvelle. Regardez un peu cet écart de temps. C'est énorme. Plus de 1500 ans séparent Platon de Dante. Cette chronologie, elle nous montre à quel point l'idée de l'Unoé est une vraie révolution dans la manière de penser la mémoire et la guérison de l'âme. Voilà le coup de génie de Dante. Le Noé, il n'efface rien. Au contraire, il fait mieux se souvenir. Il restaure et il rassemble la mémoire de tout le bien qu'on a pu faire. Ça donne à l'âme une force nouvelle, une cohérence autour de ce qu'elle a été capable d'accomplir par amour. Donc la différence, elle est fondamentale. Le Lété, on pourrait dire qu'il libère en faisant le vide, en retirant le poids du mal. Alors que l'Unoé, lui, il l'accomplit en remplissant, en donnant une valeur éternelle à nos bonnes actions. Un oubli seul serait finalement une mutilation. Il faut aussi une mémoire qui soit guérie et accomplie. On pourrait croire qu'il faut choisir son camp, Lété ou Noé. Mais en fait, l'idée la plus puissante, c'est que la vraie guérison, ce n'est pas un choix, mais un parcours qui nous demande de traverser les deux fleuves, l'un après l'autre. Voilà comment ça marche chez Dante. C'est un processus en deux étapes. D'abord, il faut le Lété, pour laver la blessure du mal, pour que la faute cesse d'être une source de honte, une identité. Mais ça ne suffit pas. L'âme serait vide. C'est pour ça qu'il faut ensuite le Noé, pour se souvenir de tout le bien accompli, pour que l'âme soit non seulement lavée, mais aussi pleine et en paix. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu théorique, un peu lointain, mais on va la ramener à une expérience très concrète, grâce à une métaphore incroyablement juste, celle d'Alain. Ces bulles, franchement, c'est une image parfaite pour décrire ces souvenirs douloureux qui remontent sans qu'on le veuille. Ce ne sont plus des fautes qu'on commet, mais des sortes d'échos, des résidus d'une blessure passée qui viennent encore perturber le présent. Et c'est là que le changement de perspective est capital. Le but de la guérison, ce n'est pas de devenir amnésique, ce n'est pas de réécrire l'histoire, non. Le but, c'est de retirer au passé son pouvoir de nous faire mal aujourd'hui, c'est de neutraliser le poison du souvenir. Ce processus porte un nom, la dévitalisation. Le souvenir, qui était une accusation vivante, qui nous faisait souffrir, devient petit à petit un simple mécanisme psychologique. Il devient presque neutre. Il peut encore remonter, faire du bruit, mais il a perdu son pouvoir, son autorité sur nous. Et cette phrase d'Alain, elle dit tout. Quand le passé n'a plus de droit sur nous, il ne peut plus gouverner notre présent. C'est ça, la libération. La chaîne est brisée. Le souvenir a perdu son pouvoir de nuisance. Et on arrive alors au signe ultime d'une mémoire qui est vraiment guérie. Ce n'est pas l'absence de souvenirs, non. C'est quelque chose de bien plus beau. C'est l'émergence d'une toute nouvelle manière d'aimer. C'est un passage fondamental. On quitte ce tribunal intérieur où on était constamment jugé par son propre passé. L'amour n'est plus en procès. Il n'a plus besoin de prouver qu'il a le droit d'exister, malgré les erreurs d'hier. Cette comparaison, elle est vraiment parlante. On passe d'un amour sous la loi qui doit sans cesse se justifier à un amour dans la grâce qui est juste là, simple, tranquille. C'est une sorte de seconde innocence, celle qui vient après le pardon, quand on sort enfin du tribunal du passé. Et cette phrase de Lia, elle vient conclure ça de façon magnifique. L'amour n'est plus une réaction au passé, un effort pour compenser ou pour réparer quelque chose. Il devient une présence pure, un état d'être simple et vrai, ici et maintenant.
Au final, ce voyage à travers les 2 fleuves nous montre que la vraie question n'est pas si on doit se souvenir, mais comment on se souvient. Guérir la mémoire, ce n'est pas l'effacer, c'est la transformer pour qu'au lieu de nous emprisonner, elle finisse, au contraire, par nous libérer.